des sanctions, de l'embargo et des conséquences pour la France. Quand même, un mot de votre collègue Alexis Corbière, le député insoumis, qui est accusé d'avoir révélé des informations confidentielles. Il est membre de la commission de la défense nationale à l'Assemblée nationale et il a dit chez nos confrères de France Info que parmi les livraisons d'armes françaises, il y avait par exemple des missiles anti-chars, des gilets pare-balles. Bref, il aurait donné des informations qui révèlent du secret défense. Il a été imprudent ? Ah non, il a simplement lu un article de vos confrères du Monde qui évoquait cet envoi de matériel et c'est ce qu'il a retranscrit. Il s'informe de sujets d'importance et je crois que là, il s'agit là d'une tentative de polémiquer étant donné que jusqu'à présent, et c'est reconnu quand même par beaucoup d'observateurs, nous avons une position très claire et très responsable sur le sujet. Et donc là, on voit effectivement que certains s'agitent un peu pour essayer de jeter le trouble. Mais non, Alexis Corbière est effectivement un membre de cette commission très sérieux, avec Bastien Lachaud, dont le travail de ces deux commissaires est reconnu par leurs collègues. Donc non, là, il s'agit tout simplement d'une mauvaise polémique. Je pense que le sujet nécessite quand même plus de gravité et de responsabilité. Laurent Neumann. Mais on a entendu, Jean-Luc Mélenchon a parfaitement expliqué sa position. Et du coup, on a du mal à comprendre comment on pourrait sortir, s'il était à l'Élysée aujourd'hui, de la situation dans laquelle on est. Parce que si je résume, il ne veut évidemment pas que la France entre en guerre. Si j'ai bien compris, il est contre la livraison d'armes pour que la France et d'ailleurs les pays de l'OTAN n'apparaissent pas comme des co-belligérants. J'ai cru comprendre aussi que les sanctions économiques, il trouvait que c'était peut-être pas la bonne méthode pour faire plier Vladimir Poutine et que ça risquait d'affaiblir le peuple russe, mais certainement pas ses dirigeants. Et du coup, on fait quoi ? Déjà, on réaffirme notre opposition, comme ça a été fait dès le départ, à l'invasion russe. On travaille avec un corps diplomatique qu'il faut renforcer, ce que n'a pas fait pendant 5 ans le quinquennat au niveau européen et international. Et puis, on cible les sanctions. Nous, notre appréhension par rapport aux sanctions, c'était d'abord par l'expérience, le fait que depuis 2014, il y a des sanctions qui ont été décidées contre la Russie, qui n'ont pas été appliquées de manière systématique et qui ont eu l'effet contraire. C'est-à-dire que ça a renforcé le nationalisme russe, ça a permis au Kremlin de développer des alternatives. On voit, ça a renforcé y compris leur système financier parallèle. Donc, à un moment donné, la première fois que les sanctions ont été évoquées, de manière assez vague, ça nous a semblé plutôt contre-productif. Donc, si je comprends bien, l'alternative, c'est la diplomatie. Mais moi, je me souviens que lorsque Emmanuel Macron discutait avec Vladimir Poutine avant l'agression russe, vos amis disaient il fait de la communication, c'est des moulinets. D'ailleurs, Vladimir Poutine l'a battu froid d'une certaine manière. Cette communication n'a pas fonctionné parce qu'il n'a rien obtenu. Alors c'est quoi la diplomatie aujourd'hui qu'on est en guerre ? Il y a peut-être une autre positionnement. On parle bien d'avant le conflit. Ouais. La situation est quand même différente. Mais c'est vrai que le positionnement qui était, à notre avis, assez ambigu, c'est-à-dire d'un président atlantiste, Emmanuel Macron l'assume totalement et donc qui faisait face à Vladimir Poutine un choix d'alignement par rapport aux États-Unis, de notre point de vue, n'était pas suffisamment crédible. Et donc d'un côté, on a un alignement atlantiste face à Vladimir Poutine et ensuite un débordement comme la réception à Versailles et une tentative un peu d'impressionner Monsieur Poutine qui nous semblait pas assez efficace. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'aujourd'hui, quand même, ce qui nous est reproché, c'est d'avoir justement une lecture non alignée et en disant que c'est ça qui permettrait à la France d'avoir un écho et plus d'influence. C'est d'ailleurs dans la tradition de la position française depuis le général de Gaulle jusqu'à Jacques Chirac. C'est M. Sarkozy qui a changé quand même de manière significative la doctrine de la France là-dessus. Et on sait que dans des situations de conflit, de guerre, comme par exemple la guerre en Irak, la parole de la France a porté parce qu'elle n'était non alignée. Et donc ça, c'est un enjeu. Et je crois que M. Macron a peut-être péché en brouillant le message, en s'alignant par exemple avec M. Trump, on l'a vu, comment il suivait et n'était pas, de notre point de vue, assez audible à ce niveau-là. Daniel Obono, faut-il couper le gaz russe ? Il faut utiliser des pressions. Vous indiquez que nous étions dubitatifs quant aux premières sanctions, mais nous pensons que certaines sanctions peuvent être efficaces si elles sont ciblées. Les sanctions, est-ce qu'il faut couper le gaz russe ? Parce que la question est posée là. Ne nous semble pas efficace. Alors la question, c'est comment on anticipe ?
avons-nous les moyens de couper le gaz russe sans que ce ne soit contre-productif, y compris pour nous? Comment est-ce qu'on prépare pour se protéger, pour protéger les populations en France? Est-ce qu'on anticipe justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas des hausses? La question, c'est qui fait les efforts? Parce que je vous rappelle que le problème... Non, pas tout le monde, justement. Parce que le problème, par exemple, des hausses des prix de l'énergie date d'avant la guerre en Ukraine. Le prix du gaz est déjà bloqué en France. Donc il y a déjà un effort de l'État. Ouais, il a fallu quand même un petit peu de temps. Mais c'est pas le cas du carburant et c'est pas le cas à tous les niveaux. Donc cela, ça prédatait. Et déjà, nous disions qu'il fallait bloquer. Mais là, il y a une urgence, il y a une question urgente. Est-ce que oui ou non, il faut couper le gaz russe là, maintenant? Ou est-ce que on n'a pas les moyens? Je pense que, y compris au niveau européen, les pays européens ont été beaucoup moins aussi aventureux que les États-Unis parce que nous dépendons beaucoup trop aujourd'hui de ce gaz et nous n'avons pas aujourd'hui les moyens. Par contre, je pense que un moyen de rétorsion économique important, ce serait de cibler les oligarques et ce serait du coup de... Non, justement, et je vous renvoie aux travaux de Thomas Piketty qui montrent comment aujourd'hui les sanctions telles qu'elles sont annoncées peuvent aussi être contre-productives parce qu'elles vont toucher la population russe d'une part et parce qu'elles ne sont pas assez étendues sur l'ensemble de la classe aujourd'hui autour de M. Poutine et pas juste les quelques centaines d'oligarques. Et aussi, juste je finis là-dessus, le fait que nous n'avons pas les instruments financiers suffisants pour aller chercher l'argent des oligarques russes qui transitent aujourd'hui à la City, à la bourse parisienne, parce que nous n'avons pas mené le travail de transparence économique et financière. Daniel Obono, je vous entendais écouter avec attention ce témoignage de Français à Moscou. Je pense que c'est important d'avoir ces retours-là, y compris de Russie, où l'information est pas toujours très sûre et on sait que ça passe parfois par des canaux très surveillés, donc c'est important de les avoir. Mais je remarque, et c'est ce que je pointais tout à l'heure, sur le fait que cibler les sanctions est absolument essentiel. Là, il était question de Français qui investissent en Russie, mais il y a aussi les entreprises et commerçants français qui ont des marchés avec la Russie et qui sont, je pense notamment au secteur du vin en Champagne. On a déjà été interpellé, ma collègue Caroline Fiat nous relatait ça, par les exploitants en France qui sont pénalisés par ça. Et par exemple, une des choses qu'on nous a reproché quand par exemple nous pointions le problème de SWIFT, de déconnecter les banques, c'est que c'est pas les oligarques en vérité, parce qu'ils ont d'autres circuits financiers. Ce sont les commerçants et c'est la population russe qui va être impactée. Et donc ça peut avoir un effet contraire. Par contre, je le disais, et vous évoquiez les quelques centaines d'oligarques russes qui sont ciblés. Thomas Piketty, encore une fois, pointe le fait qu'il y a à peu près 20 000 personnes en Russie qui ont des patrimoines immobiliers et financiers de plus de 10 millions d'euros. Et que si on mettait en place, enfin, ce qui est proposé depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire un cadastre financier international qui permettrait de savoir, en fait, où sont les biens exactement, passer par au-delà des prête-noms, parce qu'il y a tout un circuit qui existe, ça permettrait, c'est 0,2% de la population russe. C'est pas la majorité des Russes qui vont en souffrir. Mais par contre, effectivement, ça affaiblirait quand même un peu le système de soutien économique et politique autour de Vladimir Poutine. Voilà des sanctions qui nous semblent nécessaires et pour ça, il faut aussi que, par exemple, au niveau de l'Union européenne, comme le demande Manon Aubry au Parlement, qu'on soit plus clair sur la question des paradis fiscaux. Parce que c'est aussi par là que passent les circuits financiers des oligarques. Voilà le type de mesures qui nous semblerait ciblées et utiles pour forcer les Russes à la négociation et effectivement à la diplomatie. Merci.